Et on va pouvoir monter sur scène. Donc j'appelle en effet, alors ce ne sera pas Guillaume Guéguin, ce sera Jérôme Troquero de l'INAE, qui en est le directeur. Jérôme, si je ne dis pas de bêtises. On aura aussi avec nous, elle est depuis Limoges, Josette Guillon, qui est présidente directrice générale de la boîte à papier. On va avoir avec nous Anne Benz. Je vous en prie, montez sur scène maintenant. Je ne peux pas vous accueillir, je ne peux pas me lever, je suis désolé. Anne Benz, qui est coordinatrice de cette association 3R dont on vient de parler. Monsieur Serge Dessay, et vous êtes fondateur de Au Travail, qui est une entreprise aussi membre du Club des ETI. Et avec nous aussi Cyril Guessot, vous êtes directeur et fondateur. Je suis désolé, il y a une petite coquille sur la slide, sur vos titres, mais vous êtes aussi, voilà, vous n'êtes pas directrice d'impact dans les Landes, mais par contre vous êtes quand même dans les Landes. De Facility Multiservice. Bonjour Josette Guillon, on vous voit très bien. J'espère que vous nous entendez aussi. Parfait. C'est parfait pour moi. L'idée, très clairement, je viens de le dire, elle est de pouvoir discuter avec des entreprises qu'on connaît bien dans le réseau et qui sont exemplaires. Vous avez vos micros à disposition. Puis moi, je suis un peu en monsieur loyal, là, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Par contre, le consortium que vous représentez, INAE, CRES et 3AR, vous connaissez bien ces sujets, en particulier le sujet de l'achat socialement responsable. Donc, je vais passer la main à Anne Benz. Parce que Anne, tu as aussi un certain nombre de choses à nous dire avant, puis après on rentrera dans l'échange avec nos intervenants. Merci Antoine. Bonjour à tout le monde. J'ai quelques petites diapositives pour placer le contexte. Donc effectivement, un réseau régional pour les achats publics responsables, 3AR, avec effectivement tous les acheteurs publics exposants ici font partie de notre réseau. Au-delà de la partie adhésion, on a vraiment une action ouverte à toutes les structures qui sont soumises aux procédures de marché public en région Nouvelle-Aquitaine. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, on a parlé achat responsable plutôt sur la composante environnementale et en particulier bilan carbone ce matin. C'est vrai. Pour replacer l'atelier cet après-midi, on va parler du volet social de l'achat responsable. Je vous ai mis une petite... à gauche, vous avez l'approche classique qu'on a dans le réseau de dire à chaque fois qu'on achète un produit, une prestation, on va avoir des impacts à chaque étape du produit, de la prestation, donc avec une approche en cycle de vie qu'on peut appliquer d'un point de vue environnemental, sociétal, sanitaire et social. La petite fleur à droite, elle a été réalisée par l'agence Avise, qui a changé de nom entre-temps, mais je trouve assez intéressant pour vous expliquer tous les composantes de la prise en compte des enjeux sociaux dans l'achat. Et nous, on va aujourd'hui faire un focus sur la partie insertion et handicap. Donc réinsertion, comment par vos achats vous pouvez encourager la réinsertion professionnelle et sociale de personnes qui sont éloignées de l'emploi par leur situation de vie, par des problématiques de santé. Voilà, donc, mais avoir en tête qu'on a vraiment cette approche plutôt globale aussi d'égalité femmes-hommes dans les achats. Cette prise en compte, elle peut être possible, d'aller aussi regarder sur la rémunération de producteurs, par exemple sur des denrées alimentaires, que ce soit au sud, enfin, sur des produits exotiques ou au nord aussi en France, avec des approches de commerce équitable, et plus globalement l'approche RSE. En région, il y a pas mal. Tu vas pas prendre celle d'après, celle d'encore après. D'encore après. Ouais, okay, il y a eu un petit bug là. En région, il y a en France, il y a des réseaux qui sont là pour vous aider à aller identifier les entreprises qui agissent sur ces composantes. Donc, on va aujourd'hui faire un focus dans ce que je disais sur la partie insertion. Donc INAE, représentée par Jérôme aujourd'hui, et avec une illustration avec une entreprise qui s'appelle la boîte à papier. Et puis l'UNEA que vous représentez aujourd'hui, avec deux entreprises adaptées, FMS et Au Travail, représentées par monsieur Serge, j'ai plus votre nom de famille.
2C. J'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que hier soir, on a une soirée aussi de remise du Cristal des achats, qui est un prix que le Conseil national des achats, partenaire de cet événement, remet maintenant depuis quelques années à des binômes acheteurs-fournisseurs, en essayant justement de mettre en œuvre des critères qui soient RSE, de développement régional, etc. Et on a eu justement Suez avec LEA Service, qui est aussi, j'allais dire, une adhérente, parce que c'était une dirigeante. Et voilà, vous êtes ici, mais vous avez eu votre prix hier. Voilà, je sais que vous êtes aussi adhérente UNEA, donc on a plusieurs représentants, et hier ça s'est traduit aussi dans la remise de ce prix à l'occasion de cette soirée. Voilà, je ferme ma parenthèse. Ok, bravo. Juste, est-ce qu'il y a des acheteurs publics dans la salle? Si vous pouvez lever la main, je vais Émilie. Quelques-uns, voilà. Ah, si, là-bas, il y en a. Merci pour... Juste cette redondabilité. Alors, juste l'acheteur public, en fait, pourquoi nous, le réseau, on est sur cet atelier? Parce que l'achat public socialement responsable, ça fait un moment que c'est vraiment mis en place. Les clauses sociales dans les marchés publics, on en parle beaucoup. Et puis là, il y a une obligation de prise en compte des considérations sociales dans les marchés publics. D'ici 2026, on a 30% d'atteinte de considérations environnementales dans les marchés publics, 100% de considération, 30% sociales, 100% environnementales d'ici 2026. Et on est, nous, réseau, pour accompagner les acheteurs à atteindre ces objectifs. Donc, ce qui est valable pour les acheteurs publics pourra l'être demain pour les acheteurs privés. Jérôme, je te laisse nous présenter cette première composante de l'achat socialement responsable avec les structures de l'insertion par l'activité économique qui proposent une offre à destination des acheteurs publics et privés. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je représente l'association INAE qui fédère, qui représente l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'insertion par l'activité économique, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est des structures, associations ou entreprises, donc statut associatif ou statut commercial, qui ont toutes pour fil rouge et pour objet social d'accompagner l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Et quand on dit éloigné de l'emploi, je fais une petite parenthèse, on ne parle pas que de réinsertion, c'est-à-dire que l'insertion sociale, ce n'est pas juste les sorties de prison, c'est vous, c'est moi, c'est voilà, des personnes qui ont à un moment donné un accident de vie. Ça peut être une période de chômage, ça peut être un jeune sans diplôme, ça peut être une maman isolée avec un problème de mobilité. Donc c'est vrai, ça balaye un grand panel de cas possibles. Et donc le fil rouge de ces structures, c'est se dire, pendant un moment, on peut avoir besoin d'un coup de main. Et à travers le support qui est le travail, ces structures proposent du coup un accompagnement social et professionnel, et aussi de retrouver une dignité, de trouver des solutions à travers une activité salariée avec un contrat de travail. L'IAE aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, ça représente plus de 450 structures, à peu près 30 000 salariés qui passent chaque année dans ces structures-là. Et on va les retrouver dans quasiment tous les champs d'activité, de la mise à disposition, remplacement de personnel, intérim d'insertion, mais aussi espace vert, traiteur, le champ de la mobilité. Donc effectivement, ça perfuse à peu près tous les champs d'activité. Et un des intérêts, parce que souvent on nous pose la question, quel est l'intérêt pour une entreprise classique de travailler avec le champ de l'entreprise ou des structures d'insertion. Alors, au-delà du champ politique et philosophique qui est de, j'ai envie de donner une dimension sociale et sociétale à ma structure, c'est aussi du partenariat économique. C'est des structures avec lesquelles on peut travailler sur répondre, par exemple, en co-traitance, en sous-traitance, à des marchés publics ou à des marchés privés. Je pourrais peut-être vous donner quelques exemples tout à l'heure si on a un peu de temps. Et c'est aussi un vrai outil
de recrutement et d'aide au recrutement, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des partenariats gagnant-gagnant entre des structures d'insertion et des entreprises, marche bien pour faire du sourcing de candidats, travailler très en amont de la formation, de la préparation à l'emploi, pour après accompagner l'entrée vers le recrutement. Et on parle aujourd'hui beaucoup de difficultés de recrutement. C'est un bel outil qu'à travers l'achat socialement responsable que de favoriser et l'insertion et en même temps s'aider soi-même sur le sourcing de candidats. Donc voilà, c'était juste 2-3 mots pour dresser un petit peu le champ de l'IAE, et on va avoir un exemple très concret avec une très belle entreprise d'insertion qui est basée à Limoges, qui s'appelle la Boîte à Papier et qui est représentée du coup par Josette Guillon, qui a eu la gentillesse de vouloir témoigner. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre... Merci, Ah, oui, merci Jérôme. Bonjour Josette, enchantée. Bonjour. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Non, mais vous l'êtes, on voit très bien, vous inquiétez pas. Bien, oui. Physiquement. Alors, maintenant, c'est l'idée d'expliquer concrètement quelle est votre activité, qu'est-ce que vous proposez comme mission. Et dans un premier temps, vous allez nous présenter votre entreprise. Alors, la Boîte à Papier est une entreprise basée à Limoges qui a une longue histoire, puisque, sans vouloir être trop longue, l'association La Boîte à Papier avait été créée en 1990, à l'époque des pionniers de l'insertion par l'activité économique. La société a été créée en 1999, puisque l'activité ne justifiait plus que l'on reste sous statut associatif. Donc ça a été une deuxième étape. Et puis enfin, en 2016, la société a été reprise par Cécicadre. Voilà, sur le plan juridique, comment nous sommes organisés. Nous intervenons sur la collecte et la valorisation des déchets. Donc ça va du papier carton, notre nom d'origine, en passant par les déchets électriques et électroniques, les piles, les sources lumineuses, mais aussi un gros secteur sur les déchets d'activité de soins auprès des professionnels de santé. Nous sommes, comme vous parliez de Suez tout à l'heure, comme d'autres professionnels sur un même secteur d'activité, mais nous nous sommes toujours différenciés en restant sur des volumes diffus, petits, moyens volumes, ou faisant appel à un fort pourcentage de main-d'œuvre, puisque ce que l'on veut, c'est faire travailler des personnes en situation de travail. Donc, nous avons trouvé notre place en tant que PME, entreprise d'insertion, grâce à cette typologie de déchets que nous prenons en compte face aux grands groupes. Nous trions aussi, nous avons une prestation de tri pour Limoges Métropole sur les emballages ménagers recyclables, et puis nous gérons des déchetteries aussi pour Limoges Métropole. Nous sommes aujourd'hui 140 personnes, dont 40% en contrat d'insertion, donc une soixantaine de personnes de postes sur les 140 en globalité. Nos clients sont aussi bien des entreprises privées que des entreprises publiques. Il y a bien sûr les collectivités, il y a l'État, mais aussi une multitude de PME qui nous font confiance dans le cadre de nos prestations. Voilà, je dirais qu'on est adhérent FEDEREC, à la Fédération des professionnels du recyclage. Donc on ressemble à une entreprise classique, je dirais, mais avec évidemment un fort volet sur l'insertion dont Jérôme vous a parlé tout à l'heure, avec la partie accompagnement socio-professionnel qui est notre deuxième métier. J'ai parlé des déchets tout à l'heure, mais l'insertion, c'est le deuxième métier de la boîte à papier. Je ne sais pas si c'est maintenant, mais... Oui. Parlait Jérôme tout à l'heure sur la partie sourcing. C'est de plus en plus important chez nous, de façon quasi, je dirais, mensuelle. Nous avons des salariés qui seront embauchés dans des entreprises clientes. Effectivement. Et Josette, ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est dans le cadre des achats avec des entreprises privées, quand vous êtes amené à travailler avec un acheteur privé, qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre structure? Quels sont les avantages de travailler avec votre entreprise d'insertion plutôt qu'avec une autre entreprise de recyclage, j'allais dire classique?
Alors, lui, l'acheteur, il va vouloir un service, il va vouloir une prestation de qualité. Donc ça, on sait la lui apporter. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à côté de ça, alors nous, en fait, on a deux façons de travailler. Soit c'est une clause sociale, c'est demandé dans le contrat, et bien sûr, on présente notre activité d'insertion au moment du contact avec l'acheteur. Mais ça peut se faire aussi après. C'est-à-dire qu'on ne met pas forcément en avant au moment de la démarche commerciale, mais ça se fera au bout d'un certain temps lorsque nous sommes plus en confiance, en relation avec le client. Et j'insiste sur le sourcing parce que c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique des 6 derniers mois. De plus en plus, nous sommes des sources de recrutement pour les entreprises classiques. Il nous manque de candidats pour eux. Comment vous expliquez ce signal? Comment vous expliquez ce signal-là? Vous dites depuis 6 mois, c'est une tendance plus forte? Je crois que ça va dans le cadre des difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Le recrutement, c'est la réussite de beaucoup de choses dans une entreprise. Ça commence par là. Et du coup, on a commencé à positionner des personnes. Et puis, ça s'est fait comme ça avec une dizaine d'entreprises partenaires sur le plan local. D'accord. Quand on explique ce qu'on fait, on nous dit « Ah, mais vous auriez peut-être un chauffeur ». Parlons des chauffeurs parce que c'est un métier en tension. Vous auriez peut-être un chauffeur, vous auriez peut-être un cariste, vous auriez peut-être un opérateur. Ça s'est fait depuis, de plus en plus depuis une petite année. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je ne sais pas si vous voyez la salle, Josette, c'est peut-être pas confortable. Oui, je la vois de temps en temps. Vous avez été très claire. Merci beaucoup. Je ne suis pas revenue sur la partie accompagnement socio-professionnel, puisque Jérôme en a parlé, mais bien évidemment, la réussite, elle passe par là aussi. Nous avons 2 CIP dans l'entreprise, chargés d'insertion. Et il faut un gros travail pour accompagner, pour remettre à niveau, pour positionner les personnes sur la bonne formation qualifiante pour eux, le remise à niveau français, permis de conduire, enfin ça va, c'est très large la formation chez nous. On entend bien la plus-value sociale de votre offre. Merci beaucoup. Mais on a 2 métiers. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'insertion telle que présentée par Jérôme tout à l'heure. On va partir sur une composante complémentaire parce que vous pouvez aussi, et c'est de plus en plus, on voit souvent des groupements entre structures d'insertion et des structures adaptées ou protégées qui peuvent répondre ensemble à un marché public. C'est des choses qu'on voit dans notre milieu. Cyril Guessot, je vais vous donner la parole pour présenter à la fois comme l'exercice qu'a fait Jérôme de présenter votre univers des entreprises adaptées, votre particularité de structuration, et puis après, on vous invitera à présenter votre structure. Merci beaucoup. Alors, l'Union nationale des entreprises adaptées, c'est un regroupement de plusieurs entreprises adaptées, à peu près 630 sur les 800 qui existent en France, et elle a pour mission de représenter, de promouvoir le modèle de l'entreprise adaptée. Alors, l'entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est? On pourrait se poser cette question. Et je vais essayer de le lier justement avec cette notion d'achat socialement responsable ou à impact ou d'autres, puisqu'il y a beaucoup de critères liés à ces achats, ou achats même inclusifs. Donc l'Union nationale des entreprises adaptées, je le disais, promeut et pérennise le modèle entreprise adaptée. L'entreprise adaptée, c'est un agrément d'État. Toute entreprise, et que ça soit FMS ou sûrement au travail, Serge le présentera tout à l'heure, ou Léa Service de Nathalie Bringas qui est partie, ce sont des entreprises classiques. Tout d'abord, préalablement, c'est d'abord une entreprise dite ordinaire. Et en signant un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'État, avec des droits et des devoirs, il y a cet agrément. Et donc, quelques éléments liés de conditions à cet agrément: embaucher majoritairement des personnes en situation de handicap très éloignées de l'emploi, 55% minimum. Il y a des aides compensatoires des conséquences du handicap qui sont automatiquement allouées par rapport à cette moindre productivité qu'il pourrait y avoir. Et il y a pour nous une mission sociale qui est de favoriser la réalisation du projet professionnel. Alors à la différence du
quoique les différences sont en train de s'amoindrir, mais on a une majorité de personnes en CDI dans les entreprises adaptées. Alors je dis que c'est en train de se modifier parce qu'on a aussi cette notion de CDD tremplin, qui est un autre public, et ou alors, et dans l'insertion, il y a aussi les CDDI, etc., etc. Bref. Donc dans les entreprises adaptées, l'UNEA a mis en place des systèmes permettant d'innover au regard des besoins qu'il peut y avoir dans les marchés. Alors je vais vous en citer quelques-uns par rapport aux achats. C'est notamment les consortiums inclusifs et d'autres dispositifs comme des joint ventures sociales. Je vous donne un exemple. Dans les cadres des entreprises adaptées de travail temporaire, il existe des joint ventures sociales entre des entreprises classiques comme ADECO, mais pas que ADECO, Manpower et d'autres, qui vont s'associer avec une entreprise existante pour créer une autre structure, une joint venture sociale qui va tenter de se développer dans un territoire autour du marché de l'intérim et du placement. Donc ça, ce sont des exemples que l'UNEA peut soutenir et accompagner dans sa réalisation. Il y a aussi la co-traitance, la sous-traitance, les groupements momentanés d'entreprises, et notamment dans le cadre de la relance qui a pu y avoir post-confinement et conséquences conjoncturelles liées à la pandémie de la Covid-19, les consortiums inclusifs. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des consortiums de relocalisation d'activités industrielles inclusives. On en a monté 3 en France, dans le textile, qui s'appelle Résilience notamment, avec une entité support, dans le numérique et le digital avec Airbus qui en est l'un des sponsors, et aussi dans l'automobile et l'industrie. Donc cela va regrouper énormément d'entreprises adaptées qui vont tenter en elles-mêmes de créer une chaîne de valeur pour proposer une prestation de masse. Parce que 48% des entreprises adaptées françaises sont moins de 20 salariés en situation de handicap. Donc elles sont assez petites. Et parfois, elles ont du mal à accompagner la réponse à des grands donneurs d'ordre. Ici, par exemple, c'est le cas avec les ETI ou avec Airbus. Il y a des grands marchés qui sollicitent 100, 200, 400, 600 salariés pour faire, par exemple, du support niveau 1 ou 2 en matière d'applicatifs informatiques. Et ça, les entreprises adaptées seules françaises peuvent avoir des difficultés majoritairement. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Parce qu'en Espagne, par exemple, vous avez des entreprises qui sont adaptées qui sont beaucoup plus importantes. Agureac à Saint-Sébastien, vous avez la 4e plus grande entreprise adaptée d'Europe qui fait 6 000 salariés, 5 000 en situation de handicap, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils font des équipements électroniques embarqués dans les véhicules. On est bien loin des clichés qu'on peut avoir sur les entreprises adaptées. Mais vous-même, M. Guessot, aussi, si j'ai bien compris, FMS, vous êtes aussi un sous-traitant de rang 1 pour Airbus. C'est peut-être important aussi de le préciser, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça, finalement, à avoir cette position-là. Non, c'est vrai. Donc FMS a pu se développer, notamment dans les métiers de le numérique et du digital, et nous travaillons sur ce qui est un des éléments les plus compliqués dans la chaîne industrielle d'Airbus, le PLM. La gestion de vie produit. Ça veut dire que FMS aujourd'hui, modestement, participe à la conception des avions d'Airbus et des maquettages notamment, en utilisant des technologies comme celle d'Assaut Technologies qui est 3DX. Donc nous formons des personnes en situation de handicap sur des technologies très rares. Je vous laisse imaginer le turnover que l'on a, qui est génial. C'est une réussite sociétale. Pour nous, c'est un peu délicat à gérer, mais on est en train de se faire débaucher massivement des personnes en situation de handicap sur ces technologies. Est-ce que vous remarquez un peu la même tendance aussi qu'évoquait Josette Guillon tout à l'heure sur l'insertion par l'activité économique, mais est-ce que vous observez une tendance aussi sur ces derniers mois, sur une évolution aussi, un regard différent porté vis-à-vis des structures, que ce soit d'insertion ou adaptée, oui, parce que si vous voulez, il y a de telles tensions sur le marché de l'emploi qu'il est aujourd'hui difficile de trouver de la qualification. Parce que, encore une fois, il faut revenir sur le véritable sujet qui est important dans les tensions du marché de l'emploi, c'est la qualification au bon moment, au bon endroit, ce qui commence à être difficile. La différence qu'il pourrait y avoir entre l'entreprise adaptée, par exemple FMS, comment elle agit sur le marché. Nous sommes 650 salariés, 300 sur le pôle informatique, 150 à peu près sur le pôle textile, puisqu'on fait de la relocalisation d'activités textiles, notamment dans le consortium inclusif,
nous faisons des turbulettes, nous faisons des t-shirts, etc., à très grande échelle, avec 60 autres entreprises adaptées. Mais en fait, les entreprises adaptées, du moins FMS, mais il n'y a pas que FMS qui le fait, on va investir dans le capital compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 an, 2 ans avant d'avoir les marchés, et peut-être qu'on n'aura jamais les marchés, on va quand même embaucher les personnes. On va les former sous une forme de compagnonnage. Donc on a un investissement dans le capital humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ce n'est pas considéré comme un investissement, puisque notre plan comptable le considère comme une charge. Donc je vous laisse imaginer les charges que l'on a en matière de masse salariale et donc qui impactent nos résultats à la fin. Mais ceci étant, c'est que cet investissement dans le capital humain, lorsque il y a eu la reprise post-Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout ce qu'on avait fait pendant des années, tout à coup, les marchés ont réaccéléré et nous étions présents. Et à ce moment-là, tout ce qu'on avait fait dans ce modèle-là a marché, mais vraiment très fort. Ce qui fait qu'en étant accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine, à travers le service développement économique, qui a soutenu des investissements à travers des plans de transfert technologique entre des ESN et FMS, dans le cadre de contrats de co-traitance, notamment pour Airbus, mais pas que. On a d'autres clients dans le secteur bancaire et ailleurs. Donc à travers ces transferts technologiques, on a pu développer encore plus fort notre capacité à industrialiser la formation. Si bien qu'aujourd'hui, on a des salariés qui disposaient de l'allocation adulte handicapé, à peu près 1 000 euros par mois, suivant les majorations, qu'on a recrutés et qui aujourd'hui sont à plus de 45 ou 50 000 euros, que ce soit chez nous ou au sein des ESN partenaires, Capgemini, Soprasteria, Accenture, CGI, etc., ou bien même chez Airbus. Et donc on a vu que cet élan-là permet justement de nourrir, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par l'IAE, mais c'est pareil pour nous, la possibilité pour nos clients comme pour nos partenaires d'embaucher des personnes qualifiées. Très bien, merci beaucoup. Serge Dessay, est-ce que vous faites aussi le même type de constat? Alors évidemment, il faut nous rappeler ce que fait au travail, hein, et puis le fait aussi que vous êtes ici finalement comme une des seules ETI, je pense, du club des ETI à être entreprise adaptée. Oui, je suis rentré dans le club des ETI, ça fait maintenant presque une dizaine d'années, à la suite de l'invitation des autres chefs d'entreprise que je côtoyais en dehors du milieu, je dirais, du handicap. Moi, j'ai créé Au Travail, ça fait maintenant 30 ans. Au Travail est une entreprise au départ de service qui a développé, d'abord, notre travail était surtout basé sur des services aux particuliers, dans plein de métiers très différents, qui allaient de la partie espace vert, peinture, réhabilitation de maisons, et on est passé à un stade beaucoup plus important lorsqu'on a commencé à travailler avec les grands groupes. Donc on a même des métiers très spécialisés. Par exemple, on entretient les vélos de la Poste. Faut savoir que Au Travail est la première entreprise française qui a obtenu la labellisation certification Écossaire. On était les premiers à installer et de décider de ne plus intégrer dans nos process tout ce qui était chimique, engrais, tout ce que vous voulez. Donc, et puis on a développé tout un système allant vers le plus de durabilité, non seulement de notre matériel, mais surtout de nos salariés. Par exemple, on a changé tout le matériel que nous avions en thermique pour le paysage. C'est une unité qui compte environ 300 personnes, c'est quand même considérable. Donc on est passé au tout électrique, donc avec des contraintes énormes, et surtout, chez nos clients, on a eu beaucoup de peine à faire passer cette idée qu'on n'utilise plus de produits chimiques, puisque nos clients, nos grands clients, voulaient que devant les bureaux de la direction générale, il n'y ait pas une petite fleur, un petit truc qui pousse. Donc ça nous a posé des problèmes. Et les 2 premières années, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires sur cette activité.
Et après est arrivé un nouveau mouvement qui nous a permis de retrouver enfin un développement. Et on a continué le développement. Et je dois dire que le tournant qu'on a pris nous a permis de continuer de nous développer et nous développer sur tous les sites. Il faut savoir qu'on est implanté sur la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Occitanie et sur PACA. Et maintenant, nous avons une implantation aussi sur la région parisienne. Et donc, nos métiers sont très divers. On a souvent décidé des nouvelles activités à cause de rencontres. On a créé une boîte qui fait qui forme des pilotes de drones. On a eu plein d'idées comme ça. Dernièrement, on vient de racheter une boîte d'apiculture, mais ça allait dans le sens de notre développement durable. Et donc, tout ça nous a permis de devenir des vrais acteurs du développement durable. Et donc, c'était important pour nous. Et la dernière étape, qui est l'étape la plus importante, nous avons décidé au mois de juillet dernier de donner 48% de notre capital à nos salariés. C'est-à-dire qu'on a mené avec des cabinets d'avocats une bataille assez rude avec les services de l'État, parce qu'effectivement, ça s'était fait, mais à ce niveau-là, on ne l'a pas beaucoup vu. Donc nous, on a décidé ça, puisque j'ai la chance d'avoir un successeur. Je ne suis pas directeur des achats, je suis président, puisque j'ai changé le statut de mon groupe, qui était une SAS, et qui est passé en SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est ça qui nous intéressait. Et donc, j'ai décidé cela parce que j'ai 2 ans pour laisser la main de mon groupe. Maintenant, on est 920 salariés dans le groupe, sur la totalité. Donc, si vous voulez, je suis en train de préparer tout ça. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui connaît au travail, qui a toujours connu au travail, qui est entrepreneur, qui a une très belle entreprise, qui lui aussi fait un boulot formidable au sujet de l'intégration. Et alors le mot inclusion, très rarement je le dirais parce qu'il m'énerve, et ce mot m'énerve, parce que effectivement, dès l'instant où vous permettez à une personne de bosser, eh bien, c'est pas la peine de le dire, faut le faire. Nous, au travail, on a surtout fait beaucoup de choses pendant des années et des années. Et maintenant, on peut venir voir ce que nous avons fait, que ça soit sur la manière dont la gouvernance est faite au sein de Au Travail. Par exemple, on a une structure sur Marciac dans le Gers. Alors ça, c'est une petite pub. Je suis co-organisateur du festival de jazz de Marciac. Ça, c'est pour ceux qui aiment le jazz. Vous avez quelques places à nous distribuer? Oui, Antoine, il y aura toujours une place pour vous. Oh, c'est pas de super. problème, pas de problème. Et alors, effectivement, à Marciac, on a décidé, par exemple, depuis 10 ans, de mettre en place la semaine de 4 jours. Donc, quand j'entends dans les journaux ou que je vois à la télévision qu'on dit « Ah, ben, il y a une entreprise qui essaie de mettre en place la semaine des 4 jours », ça me fait bien rire. Ça existe, il y a des entreprises qui le font et ça marche très très bien. Et les salariés sont très contents de cette situation. Ça leur permet d'avoir 3 jours de repos et la productivité n'a pas du tout été touchée. Bien au contraire, on a eu une progression et on a eu une motivation de l'ensemble des équipes qui était absolument incroyable. Oui, bah merci beaucoup pour ce témoignage. Vous êtes tous des défricheurs. Ouais. Alors on est sur cette entrée sociale et vous clôturez sur une entrée environnementale, sociétale. Peut-être je donne la parole à Ewen, tu es là. On a travaillé sur cette approche globale au niveau régional avec INAE et puis la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Alors l'idée, c'est de pouvoir accompagner. Alors on est sur une entrée achat public. Demain, pour vous, achat privé aussi.
l'idée, c'est de pouvoir rendre visible cette offre que vous nous avez présentée. Là, on vous donne 3 exemples concrets de 3 entreprises. Il y a beaucoup de structures et effectivement, les structures de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion du handicap sont des défricheurs. On est beaucoup sur des thématiques d'économie circulaire, on en a parlé beaucoup, des thématiques d'exploration, d'innovation environnementale. Du coup, c'était la diapo qui était à la fin, là où je vous donne les éléments, des liens qui peuvent vous intéresser. Sur la droite, il y a 2 outils cartographiés intéressants pour développer vos achats socialement responsables. Un outil, alors les 2 sont nationaux, Carteco qui est développé par ESS France et le marché de l'inclusion. Alors c'est un outil qui est plutôt porté par un ministère, je crois. C'est au commissaire de l'emploi et des entreprises. Et donc qui est très fourni et qui donne des éléments très nombreux, des retours d'expérience et des clauses pour les acheteurs publics. Donc voilà, un outil à utiliser. Et puis de l'autre côté aussi pour les entreprises. Alors après, elles sont connues parce que justement, vous avez parlé de conventionnement, d'agrément. Et donc vous êtes identifiés, ces entreprises sont identifiées, qu'elles soient de l'insertion ou EA, et donc facilement repérées. Et au-dessus, Carteco, ça c'est un outil national qui identifie l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de l'économie circulaire, donc avec une entrée aussi par famille d'achat. En Nouvelle-Aquitaine, il y a une initiative portée donc par CRES en partenariat donc avec nous et INAE, d'aller référencer sur certaines familles d'achat prioritaires qui ont été identifiées par un panel d'acheteurs publics qui sont vos partenaires de cette opération, pour aller vraiment chercher, qualifier l'offre socialement responsable en matière d'économie circulaire sur le territoire. Filière alimentaire, filière... Vas-y, ouais. Ouais, BTP, bâtiment, et puis numérique. Je te laisse 2 minutes peut-être pour en parler. Ouais, merci Anne. Effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport aux outils. Je te remercie. On pourra refaire un focus sur Carteco. Ce qui me semble aussi intéressant dans cette table ronde, c'est l'illustration d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et de leur offre en matière d'achat responsable, de la diversité de leurs offres, des tailles aussi, des champs d'intervention. Alors on est aujourd'hui sur des entreprises qui émargent sur des marchés réservés. Il se trouve qu'aujourd'hui, le spectre de l'économie sociale et solidaire, il est très large. Toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire n'ont pas accès forcément au marché réservé, mais pour autant, elles ont des offres à faire valoir sur pléthore de filières. On en a cité certaines déjà. On parlait en introduction d'entreprises pionnières également. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont depuis de nombreuses années déjà avancé. On parlait d'économie circulaire, je pense aussi aux questions sur la mobilité, en matière d'énergie, en tout cas d'alternatives parfois s'il y a des modèles économiques existants. Alors, l'offre qu'on propose et qu'on expérimente cette année, puisque c'est une offre expérimentale à destination des collectivités dans un premier temps, elle se veut première marche d'un escalier qui va se poursuivre en 2023 et on l'espère les années suivantes. Alors il y a avec effectivement INAE, 3R et la CRES 5 niveaux de collectivités qui ont travaillé avec nous cette année, qui travaillent à la question du référencement des entreprises de l'économie sociale et solidaire en matière d'offres d'achat responsable, donc à travers notamment l'outil Carteco. Donc ce sont la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le département de la Gironde, il y avait Grand Poitiers également qui intervenait ce matin sur notre table ronde, et puis la région Nouvelle-Aquitaine. Donc cette année, on travaille vraiment sur identifier les gisements possibles à travers Carteco sur comment aider en fait le sourcing, l'aide à identifier les structures, les potentiels fournisseurs, en tout cas pour les acheteurs, à travers cet outil collaboratif qui effectivement travaille sur l'économie circulaire, l'agriculture et l'alimentation durable, et on travaillera dans un second temps aussi sur d'autres filières un peu périphériques comme les déchets informatiques qui sont aussi dans l'air du temps. Tout à fait. Voilà, c'était un petit peu le lien que je fais avec le sujet de cet après-midi. Merci. Merci pour cette précision. Ouais, c'était un outil qui est pratique. Alors, je reviens sur sourcing parce que vous avez parlé sourcing de personnes. Là, on parle de sourcing d'entreprises qui sont en capacité de répondre à vos besoins. Moi, j'ai juste apporter aussi une précision sur la notion OSS. Tout le monde ne connaît certainement pas le schéma régional de développement économique et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Je
pense que j'ai réussi à le dire bien, mais c'est aussi important, par rapport à ce que vient de dire Ewen, de remarquer que la notion justement d'ESS est de plus en plus présente dans les axes, y compris du schéma de développement économique de la région. Et donc en effet, cette dimension pionnière à la fois sur des modèles économiques et sociaux différents prend du temps. Donc peut-être aussi que ce que nous disait tout à l'heure Joseph Guillon, ça veut dire aussi que ça prend, mais ça se traduit aujourd'hui aussi par des plans d'accompagnement qui évoluent et qui vont dans ce sens. Après, moi, j'avais une question quand même que j'avais envie de vous poser peut-être à tous les trois, en chef d'entreprise, c'est que très clairement, vous êtes mués par un certain nombre de valeurs. Monsieur Dessay, vous n'avez pas donné votre entreprise à la nature comme Patagonia, mais par contre, il y a une partie du capital qui va à vos salariés. Monsieur Guessot, à travers l'ensemble de vos métiers, de votre implication, on sent bien, et puis Madame Guillon aussi depuis l'histoire que vous avez évoquée de la boîte à papier et de vos missions, que vous êtes tous aussi des gens qui sont inscrits dans un certain nombre de valeurs. Alors, je ne vais pas vous demander d'où elles viennent, on n'aura pas le temps maintenant de traiter ça, et vous n'avez peut-être pas envie de l'évoquer. Par contre, ça me fait dire une chose, c'est que je pense que vous avez quand même des profils qui sont en effet des profils assez pionniers, et en même temps qui ne sont pas non plus très très communs. Est-ce que dans le club des ETI, vous êtes peut-être aussi un petit peu ovni, non, Serge Dessay, là-dessus? Dans le club des ETI, d'abord je suis le seul, mais je voudrais quand même préciser que dans le club des ETI, je suis vice-président chargé de la com. Et en fin de compte, j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise qui faisaient énormément de choses sur l'insertion. Et il faut vraiment être avec eux pour se rendre compte de ça. C'est vrai que tout ce dossier handicap, pour eux, est souvent un gros souci. Et les 2-3 premières années aux ETI, je passais mon temps à répondre au téléphone de mes copains pour qu'ils me disent on veut intégrer une personne handicapée, mais on peut pas, on sait pas, c'est compliqué, il y a trop de réseaux, les réseaux, ça fonctionne pas. Bon, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Mais globalement, beaucoup de chefs d'entreprise sont prêts à aller dans ce sens. Ça, c'est sûr. Eh bien, on espère qu'on contribue déjà un peu avec cette table d'ajouter une petite pierre. Monsieur Guessot, oui. Oui, alors on dit souvent que le changement est indissociable de l'identité, donc il paraissait extrêmement important que dans l'identité d'une entreprise, on puisse y poser ses valeurs. Et souvent, parce que c'est mon parcours, j'ai été DRH notamment dans des entreprises classiques, on va chercher nos valeurs quand il y a des chocs ou quand il y a des problèmes pour essayer de mobiliser et de confédérer l'ensemble des forces et des talents humains sur un même projet. Moi, si j'avais juste quelque chose à ajouter sur quelle est la différence entre l'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques, parce que on a des difficultés à le voir. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de statut, on parle de choses et d'autres. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que les entreprises capitalistes, classiques, font de la solidarité, cette convergence d'intérêts, un moyen pour ce but qui est la rentabilité et la richesse créée. Et dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on fait de cette rentabilité, richesse, de ce profit, un moyen pour ce but qui est la solidarité. Alors, ça ne change pas tout, mais ça ne change pas rien non plus. Parce qu'on a besoin d'avoir dans les deux cas des entreprises compétitives et rentables pour permettre de répondre à ces objectifs. Maintenant, quand on a dit ça, c'est que ces chemins que l'on veut prendre ensemble, c'est une réflexion de gouvernance qui doit être collégiale et qui doit se cranter dans le territoire. Très souvent, ces entreprises-là se développent pour et par leur territoire. Et donc, elles ont besoin de féconder un territoire qui les fertilise. D'où l'impact majeur qu'il peut y avoir dans son environnement. Et puis, il y a des choix qui permettent de créer des innovations. Mais, comme je le répète de ce que j'ai dit avant, tout changement, il y en a besoin de changement. Le monde change tout le temps, plus ou moins rapidement pour certains. Et donc, ce changement est indissociable de l'identité. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des valeurs. Alors, parfois, si vous n'êtes pas en adéquation avec ces valeurs, et là, on peut revenir sur, tiens, vous voyez bien qu'il se passe des choses que des gens changent d'entreprise, démissionnent et vont ailleurs. Bon, mais quand on regarde le sens, vous voyez, le sens que l'on veut donner à sa carrière, le sens que l'on veut donner à soi, eh bien, il me semble important de redécouvrir ou de découvrir les valeurs de l'entreprise. Et
on dit souvent que le travail est un lieu de stress, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu de reconnaissance, un lieu de statut, un lieu de déploiement de soi aujourd'hui, et plus qu'hier. Donc on veut comprendre que ces valeurs-là, elles ont tout intérêt à être un vecteur énergique de développement de la créativité, mais aussi un vecteur d'accompagnement de toute cette richesse humaine que tout le monde est en droit d'attendre de notre société. Très bien. Josette Guillon, vous voulez peut-être réagir aussi Oui, sur ces éléments? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais dire que nous, dans l'entreprise, il y a 60% de personnes qui ne sont pas en contrat d'insertion, donc qui sont dans une entreprise qui a des valeurs, mais qui est une entreprise. Et pour les personnes en contrat d'insertion, lorsqu'on les recrute, elles viennent dans une entreprise. Je crois que l'entreprise est le socle de notre métier, parce qu'il faut que nous puissions proposer un travail, il faut que nous ayons des contrats pour faire travailler les personnes en contrat d'insertion. Et donc, elles viennent dans une entreprise qui a des valeurs, mais c'est une entreprise et dans les 60% de permanents que nous avons, il y en a qui sont là depuis l'origine, même avant moi. Nous avons une personne qui est arrivée à l'époque, c'était des CES dans les années 90, et qui aujourd'hui est DRH de l'entreprise, donc qui a fait tout son parcours, et c'est un exemple. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont dans ce contexte-là. Donc, oui, c'est une entreprise. Je fais partie de réseau, je reste au niveau de notre fédération professionnelle, la Fédérac, c'est-à-dire qu'on a été un petit peu ovni dans les années 2000, mais plus maintenant. Des réseaux d'entreprises ici sur le parc d'activité de la zone industrielle où nous travaillons. Nous sommes une entreprise, les salariés sont fiers de travailler dans une entreprise avec des valeurs humaines, avec cette spécificité insertion. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, on a vraiment deux métiers qui sont, l'un ne va pas sans l'autre, qui sont complémentaires l'un et l'autre. Très bien, merci beaucoup. On s'approche du timing de fin de cette séquence. Anne, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose, sinon je... Non, vas-y. Non. On va donner la parole aux intervenants. Jérôme, on t'a pas entendu? Jérôme, oui, en plus on doit finir avec une petite vidéo spécifique. En plus. Oui, très bien. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je pense que ça a été très bien dit par Cyril sur la question de valeur. Peut-être juste pour clôturer sur socialement vôtre, dire le premier pas, et on a essayé de le démontrer aujourd'hui, c'est que quand on est une entreprise, le vecteur de l'achat, c'est peut-être la chose la plus simple pour pouvoir s'engager vers cette démarche responsabilité sociétale. Et on le voit, c'est quel que soit le champ dans lequel on œuvre dans l'entreprise privée, on peut trouver un partenaire du handicap, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire avec qui travailler sur son secteur. Et après, nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est se dire que c'est un premier pas vers peut-être une conversion, comme l'a fait au travail, c'est-à-dire convertir clairement, de changer de statut juridique, d'aller jusqu'à une coopération, une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, je pense que c'est des valeurs qui nous portent. Tout le monde est gagnant là-dessus. Je pense que ça amène à l'entrepreneur, ça amène aux salariés, ça amène à la société. Donc voilà, enclenchez votre premier pas. Vous avez les outils. Il y a peut-être une petite vidéo qui va en plus vous accompagner pour montrer ce qu'on peut faire dans les achats socialement responsables. Tout à fait, on va la lancer une fois qu'on aura terminé. Vous pourrez regarder ça. Moi, je vous remercie tous. Je suis très content qu'on ait pu faire ce moment et qu'on puisse mettre en avant justement aussi cette dimension sur une plus-value sociale qu'il faut prendre de plus en plus en compte et dans cette logique d'achat responsable et que les entreprises doivent entendre, entreprises et acheteurs publics. Donc, je vous remercie pour votre temps. Merci Josette Guillon aussi depuis la boîte à papier. Et on va vous laisser avec une petite vidéo pour clôturer. Et puis, on se retrouve à 15h30 pour une autre séquence avec donc l'ADEME sur les scénarios de transition 2050. Mais tout de suite, cette petite vidéo. Merci à tous, on peut les applaudir.
Cela veut dire quoi exactement? INAE promeut l'achat socialement et écologiquement responsable. Les achats socialement responsables sont un formidable levier pour soutenir l'activité d'accompagnement et le développement des structures d'insertion, tout en inscrivant ces pratiques d'achat dans un cadre RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou RSO, responsabilité sociétale des organisations. Cela veut dire que tout acheteur, qu'il soit donneur d'ordre public, une collectivité, un service déconcentré de l'État ou un centre hospitalier, ou donneur d'ordre privé, une entreprise, une association ou un bailleur social par exemple, peut ainsi faire appel à des structures d'insertion pour leurs achats de biens et de services. Prenons quelques exemples. Une communauté de communes souhaite entretenir et valoriser ses espaces naturels pour mettre en valeur son patrimoine historique et naturel. Elle peut s'appuyer sur un marché d'insertion afin de soutenir les acteurs locaux de l'insertion par l'activité économique et ainsi avoir un triple impact, touristique, social et environnemental. C'est le cas par exemple de la communauté d'agglomération Pays Basque et du syndicat intercommunal de protection des berges de l'Adour. Un département souhaite organiser la continuité du service public au sein des collèges de son territoire. C'est le cas notamment du département de la Gironde qui doit assurer une permanence pour les emplois de restauration et d'entretien. Elle peut s'appuyer sur les structures d'insertion et de mise à disposition pour répondre aux besoins de remplacement et de surcroît d'activité de ses agents. Un dernier exemple à travers un acheteur privé. La SNCF, dans le cadre de ses entretiens de gare, travaille avec les structures d'insertion sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour l'entretien et l'embellissement des gares. Les ASER, c'est un cercle vertueux. Utiliser le levier de la commande publique ou de l'achat privé pour avoir une action sur l'inclusion et l'économie directe sur le territoire. Premièrement, au départ, l'IAE accompagne des personnes éloignées de l'emploi dans le but d'un retour à l'emploi grâce à des parcours qualifiants qui leur redonnent confiance. Deuxièmement, dans le cadre de leur parcours d'insertion, ces salariés sont amenés à travailler pour des entreprises ou des collectivités qui ont fait le choix de faire appel à des structures d'insertion. Ces salariés peuvent alors monter en compétences et même obtenir des diplômes. Troisièmement, au bout de 2 ans, ils ont acquis de nouvelles compétences et peuvent désormais prétendre à un retour à l'emploi stable avec un profil en adéquation avec les besoins des entreprises ou des collectivités du territoire. Cela sert aussi à préparer les emplois de demain. Quatrièmement, l'achat socialement responsable est un investissement dans l'avenir et le territoire. Les résultats d'une étude menée par INAE ont ainsi démontré qu'1 euro investi dans l'IAE équivalait à 3,65 € reversés dans l'économie locale. Et la bonne nouvelle, c'est que les secteurs où interviennent les structures d'insertion sont de plus en plus larges. Bâtiments, entretien d'espaces verts, hôtellerie, restauration, garde d'enfants, mais aussi dans le secteur de la responsabilité environnementale, tels que la valorisation de déchets et la seconde vie des objets. Dans ces domaines d'ailleurs, les salariés en parcours sont souvent les premiers diplômés et des pionniers de ces métiers de demain. Et aujourd'hui, l'IAE accompagne tous les acteurs pour faciliter l'accès et faire évoluer notre regard sur le champ des possibles des structures d'insertion dans le cadre des achats socialement et écologiquement responsables. Et vous faites appel à des structures d'insertion ?